tous, merci de votre présence. Donc moi, on m'a chargé de vous donner ma vision de médecin généraliste sur les déterminants d'un accompagnement de fin de vie en médecine générale, donc sur le rôle qu'il faut avoir le médecin généraliste dans le cadre de la loi de classe et sur comment on peut aborder l'idée de mort en médecine générale. Ça va être effectivement ma vision, elle peut quand même avoir certains biais, donc ça me paraît pas mal d'annoncer mes liens d'intérêt avant de commencer. Donc, je suis médecin généraliste au sein du pôle de santé de la Grande Ville Saint-Clair. Je ne suis pas complètement neutre par rapport à cette question parce que je l'enseigne aussi en partie dans le cadre de l'enseignement sur les aspects médico-légaux et éthiques auxquels je participe au sein de l'UFR Santé de Caen auprès des internes de médecine générale. Et je suis aussi conseiller ordinal pour le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Calvados et président de la mutuelle des médecins du Calvados, donc qui adhère au groupe Pasteur Mutualité qui participe à l'organisation de ce colloque aujourd'hui. Pardon. On ne peut pas revenir en arrière ? J'ai décidé de commencer par des photos parce que je me suis dit, pour commencer ma présentation, à quel moment c'est le plus facile ou le plus difficile d'aborder l'idée de mort avec nos patients. Donc j'ai choisi de faire une sorte de frise chronologique du plus jeune au plus âgé parce que comme me le racontait un de mes patients qui s'approche de la fin de vie récemment, finalement c'est pas si difficile que ça de se dire qu'un de ces quatre on va mourir, parce qu'à partir du moment où on est né, selon lui, on va mourir. En tant que médecin, en tant que jeune parent et en tant que jeune adulte, c'est quand même plus difficile d'envisager l'idée de la mort imminente pour soi et pour ses proches et pour ses enfants. Donc ça me paraît quand même beaucoup plus difficile pour le nourrisson de gauche d'envisager de rédiger ses directives anticipées, même avec l'aide de ses parents. Et même pour le jeune homme au milieu, c'est pas forcément un sujet facile à aborder parce que il est dans la construction de sa vie, dans la construction de sa vie personnelle, dans la construction de sa vie professionnelle, peut-être de sa vie de couple. Et du coup, c'est pas forcément dans les priorités de sa vie que de rédiger des directives anticipées. Et on sait que effectivement, sur un accident où on est dans un état de coma, où on peut faire des séjours longs en réanimation, et ben c'est des questions qui peuvent quand même se poser pour soi, pour ses proches. Et on sait qu'on a effectivement un manque là-dessus en France, sur la rédaction des directives anticipées, sur la désignation de la personne de confiance, et en particulier chez les personnes les plus jeunes. On a eu régulièrement des cas qui sont passés dans les médias à ce sujet-là. Et du coup, voilà, c'est pas... Je ne sais pas s'il y a un moment pour parler de l'idée de la mort en médecine générale, mais c'est pas forcément plus simple à un moment de la vie, parce que la personne la plus âgée de laquelle j'ai pris la photo, elle n'a pas forcément, elle non plus, envie de parler de la fin de sa vie, et elle a peut-être envie de faire plein de projets de voyage, de plein de projets avec sa famille, et pas forcément envie de discuter avec son médecin de comment on va organiser la fin de vie, parce qu'elle n'a peut-être pas forcément envie de penser à ça. Donc sur les trois photos, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un vraiment qui arrive dans mon cabinet pour m'en parler spontanément. Et à contrario, j'ai régulièrement des patients qui arrivent, par contre, qui ont déjà mûri le sujet et qui disent bah voilà, par contre, je voudrais vous parler de mes directives anticipées, comment j'envisage ma fin de vie, et à quel moment je veux que vous, en tant que médecin traitant, vous sachiez, et que vous sachiez dire à mes proches et aux soignants qui seront amenés à me prendre en charge que bah là, il faut arrêter, c'était ma volonté, et je ne veux pas qu'on aille plus loin dans les soins. Et ça, c'est ma position de médecin généraliste. Mais après, il y a tous les autres soignants qui vont être amenés à aborder la question de la mort. Et puis, comme je parlais d'une nourrisson sur les trois photos, je parlais du colloque d'aujourd'hui avec une gynécologue obstétricienne hier soir. Elle me disait, pour moi, c'est pas du tout un sujet. Je travaille en périnatalité, aborder la question de la fin de la vie, de la fin de vie, c'est un sujet, je ressens que ça ne me concerne pas. Alors que techniquement, on peut avoir une complication obstétricale qui va mettre la personne en
en réanimation, en soins graves, et devoir aborder cette idée de la fin de vie éventuellement. Donc la loi Claes-Leonetti, c'est pas pour vous faire des rappels comme mes éminents confrères de ce matin, mais je me suis dit, moi en tant que médecin généraliste, qu'est-ce que ça peut représenter pour moi, quelles seraient un peu les idées clés. De ce que j'en ai retenu moi, c'est qu'il y a la question du droit des malades et le droit des malades à demander l'arrêt des traitements. Ça, c'est pas toujours une décision simple à entendre non plus des soignants. Régulièrement, les soignants ont du mal à entendre que le patient ne veut plus prendre ses traitements. En EHPAD, régulièrement, on a des personnes âgées qui disent moi, l'infirmière, je suis désolé, je vais lui dire que je ne veux plus prendre mes traitements, je vais refuser de les prendre, et tous les matins, c'est la bagarre entre l'infirmière et la personne âgée, puisque l'infirmière, elle se doit de donner les traitements, la personne âgée ne veut pas les prendre, et le médecin traitant les a prescrits. Donc comment on fait le lien à tout ça, et comment le médecin traitant, est-ce qu'il se sent en capacité d'arrêter de prescrire les traitements de cette personne qui refuse de les prendre, ou est-ce qu'il faut que nous, on continue à prescrire les traitements en sachant pertinemment que la patiente ne voudra pas les prendre, et comment on gère le fait du coup de mettre l'infirmier ou l'infirmière en porte-à-faux, parce que lors de l'administration, ça va être la guerre tous les matins. Et du coup, comment on va gérer ça? Parce que finalement, on met l'infirmier ou l'infirmière qui doit administrer les traitements en difficulté. Et je parle de la situation en EHPAD, mais c'est pareil à domicile, quand c'est les infirmiers et les infirmières qui passent pour donner les traitements à domicile, et que le patient et la patiente les refusent. Sur les directives anticipées, donc quand les rédiger et est-ce qu'elles sont contraignantes, on en a déjà eu un aperçu ce matin. Quand les rédiger, c'est pas simple. Comme je le disais en introduction, je ne pense pas qu'il y ait un bon moment pour le faire. Effectivement, il faut peut-être essayer de distiller l'information régulièrement. En pratique, je fais un petit peu un saut, je ne sais pas si c'est uniquement aux médecins traitants d'aborder la question. C'est vrai que quand les patients arrivent en EHPAD, c'est un petit peu dans la checklist d'entrée, de se dire est-ce qu'on a bien une personne de confiance, est-ce qu'on a bien des directives anticipées qui sont rédigées. Et je trouve que c'est un bon exemple de se dire peut-être que cette fonction-là, elle doit être partagée par le médecin traitant, elle doit être partagée par effectivement l'EHPAD quand les gens sont en EHPAD, mais peut-être par les infirmiers libéraux, peut-être par la structure des auxiliaires de vie qui vont venir intervenir tous les jours. Est-ce qu'il ne faut pas qu'eux se posent aussi la question que si c'est eux qui arrivent en situation de dégradation de la personne, ils sachent qui prévenir, qui est la personne de confiance, par qui se faire assister. Donc peut-être que finalement, ça aussi, la question de l'abord des directives anticipées, particulièrement en ambulatoire, c'est peut-être aussi un travail pluriprofessionnel et qu'il faut peut-être qu'on en parle en équipe de soins, de qui pose la question, est-ce que tout le monde pense bien poser la question? Et dans les organisations un peu plus structurées, coordonnées, comme les pôles de santé ou autres, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire, comme on fait des semaines thématiques la vaccination, faire une semaine thématique la personne de confiance, une semaine thématique les directives anticipées, pas forcément pour gérer ça avec toute notre patientèle et toute notre population cette semaine-là, mais au moins pour commencer à sensibiliser à la question, que nous, en tant que soignants, on commence à avoir le réflexe d'aborder la question, voilà, sur des semaines un petit peu balisées, et utiliser entre guillemets le prétexte de cette semaine-là un peu balisée pour aborder la question avec des patients qu'on suit depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et effectivement, on n'a pas encore abordé la question. Du coup, voilà, on crée l'occasion pour être un peu plus détendu sur le pourquoi on aborde la question aujourd'hui. La question de l'arrêt des soins, de la mise en place des soins palliatifs, voilà, comme on en parle depuis ce matin, c'est une situation qui est souvent décrite comme difficile, avec la question de la prolongation, c'est ce que disait déjà le serment d'Hippocrate, de la prolongation abusive des agonies. Quand le patient est capable d'exprimer sa volonté, je trouve qu'on se sent quand même assez... Si on vraiment
se centre sur la volonté du patient, je n'ai pas l'impression qu'on se retrouve souvent en porte-à-faux si on arrive à expliquer à l'équipe de soignants que c'est la décision du patient et qu'il faut l'accompagner. Mais par contre, je reste convaincu que c'est se mettre en difficulté que d'essayer d'accomplir cette tâche seule, et que la collégialité, à mon sens, c'est pas... vraiment, c'est mon avis personnel, hein. C'est pas essayer de prendre une décision, c'est pas forcément essayer de prendre une décision ensemble, mais c'est aussi échanger pour réussir à expliquer les choses à plusieurs et réussir à expliquer à la fois à la famille, à la fois à l'équipe soignante pourquoi la décision du patient, il faut l'entendre et il faut l'écouter. Je suis trop long ? 2-3 minutes. 2-3 minutes, on est large. Donc voilà. Et donc à quel moment les soins deviennent déraisonnables, à quel moment, je lisais récemment dans la revue Prescrire, à quel moment le simple fait de prescrire des compléments hyperprotidiques, hypercaloriques, qui vont effectivement booster un petit peu la personne, ça devient des soins déraisonnables. Effectivement, c'est pas mal quand on est une équipe soignante de faire appel à un tiers pour entre guillemets la décision collégiale, mais surtout peut-être avoir effectivement cet avis tiers extérieur de quelqu'un qui ne connaît pas encore le patient, et qui va pouvoir réévaluer avec nous la situation avec un petit peu cette prise de distance. Et c'est ce tiers qui après pourra nous servir aussi à nous accompagner dans l'arrêt des soins curatifs, dans les soins de confort, dans les soins palliatifs et éventuellement après dans le projet de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès si c'est la volonté de la patiente ou du patient d'ailleurs. Donc voilà. Donc, sur les soins palliatifs et la fin de vie, je pense que ça dépend vraiment du projet de fin de vie de nos patients. Alors des fois c'est quelque chose d'aigu et ça s'accélère et on n'a pas eu le temps d'anticiper les choses. Dans le cas le plus fréquent, et comme le rappelait Guillaume Grandazzi ce matin, on a quand même des patients qui sont âgés parce que la part de la population âgée en France a énormément augmenté. Donc le projet de fin de vie de nos patients, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on aborde de plus en plus en médecine générale, de plus en plus fréquemment. La question de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, ce qui reste difficile, c'est la question du terme auquel on peut attendre le décès de la personne, qui va être un élément sur lequel on va énormément s'appuyer pour prendre cette décision et pour accorder finalement, pour s'accorder avec la décision de la personne d'avoir une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Parce que des fois, la réponse qu'on a quand on en discute de façon collégiale, c'est c'est peut-être un peu trop tôt, est-ce qu'il ne faut pas qu'on essaye d'autre chose? Et ça, c'est une décision qui parfois est difficile à entendre, et pour le patient, et pour le médecin traitant qui connaît bien la personne, qui a l'impression qu'on a vraiment mûri ça depuis des années, et que du coup, on était à un moment où on pouvait partir sur une sédation profonde et continue jusqu'au décès. On a l'impression, quand on est dit en décision collégiale, non, c'est trop tôt, un petit peu un sentiment d'injustice, de dire qu'on avait, nous, correctement, enfin, qu'on pensait avoir correctement évalué la situation et qu'on se sent un peu remis en question dans notre décision qu'on avait prise avec notre patient. Mais c'est en ça que, à mon sens, les échanges restent importants. Sur ce qui peut, si ce n'est nous, au moins moi, continuer à me mettre en difficulté, c'est ces patients qui vont demander, ce qu'on appelle dans les réflexions actuelles l'aide active à mourir, mais qu'ils appellent tout simplement l'euthanasie. Et ces personnes, et notamment ces personnes âgées, qui ont des souffrances psychiques qui évoluent depuis 10, 15, 20, 30 ans, et qui disent, pour moi, le bout de la route, il est là, comment on fait pour que ça s'arrête, parce que j'en peux plus, voire même des personnes âgées qui ne prennent plus aucun traitement curatif de pathologies lourdes et chroniques, et qui, pour autant, continuent leur vie avec cette souffrance. Et cet accompagnement psychique, il n'est pas forcément simple au quotidien. Et ça reste effectivement des situations pour lesquelles on reste parfois en difficulté. On sait, à part les accompagner et essayer de soulager au mieux cette souffrance et de travailler sur ces psychotraumas avec eux, on a effectivement, de temps en temps, on a l'impression qu'il nous manque un petit peu quelque chose. Alors ce quelque chose, je ne sais pas ce que ça doit être.
mais qu'effectivement, il nous demande quelque chose auquel on ne peut pas accéder à l'heure actuelle en France. Et je ne sais pas s'il faut légiférer là-dessus ou pas pour ces personnes-là et sous quel cadre. Mais c'est effectivement des demandes qui reviennent régulièrement des patients. Donc en pratique, pour moi, vraiment, ce qui me paraît important, c'est d'avoir identifié mes personnes ressources pour pouvoir me faire soutenir quand j'ai un doute ou quand j'ai l'impression qu'il faut prendre une décision et que je veux être sûr qu'on prend la bonne décision. Mais je reste quand même très imparfait sur le recueil des directives anticipées, même de la personne de confiance. Voilà, il faut que je conclue sur les photos. Très bien. Merci Thibaut.